Ça va, Rosa? Oui, ça va, ça va. Trop content de t'avoir. Moi aussi, très contente d'être là. Ça va? Ça va. Ok. Je voulais repartir de la première fois que je t'ai écrit sur Instagram. Je prends pas les pleins pouvoirs avant? Non, tu prends. Ah, si tu veux les pleins pouvoirs avant que je te raconte l'histoire? Dès le début. Ok, d'accord. Ok, bon bah écoute Rosa, est-ce que tu acceptes ce sceptre qui symbolise les pleins pouvoirs? Oui. Ok. Je t'écoute maintenant. Première mesure, peux-tu me raconter l'histoire de notre rencontre, Thomas? Tu m'as écrit Le 25 décembre sur Insta. Ok. Et je t'ai dit, ouais, est-ce que ça te tente, là je vais lâcher mon taf pour démarrer le stand-up. C'est ça. Est-ce que ça te tente qu'on boive un café ensemble? Oui. Et tu me fais, ouais, pas de problème. Je fais, putain, trop sympa la meuf. Là, du coup, je tente un truc, je fais, bah, d'ailleurs, je fais un Secret Santa demain chez moi, si jamais tu veux venir. Je fais, bah, non. Et après, tu me dis, mais si tu veux, je te file des places à moitié prix pour que tu les offres à tes fans. Putain, très très commerçant. J'étais genre, à la petite loge. C'est un magnifique condensé de Rosa Bernstein en fin 2019, début 2020, quoi. Putain, j'étais prête à tout à la petite loge. Ouais. Hein. Ouais, parce que c'était comment? Fin 2019, début 2020? Ouais, décembre 2019. Donc j'imagine, ça faisait 1 an et demi que j'étais à la petite loge. Ouais. Donc au final, j'avais largement fait le tour de mon cercle d'amis, famille. Il fallait élargir. À ce moment-là, j'étais pas encore sur les réseaux sociaux. Enfin, ouais. tu vois, je mettais une photo ici ou là, mais je mettais pas de vidéo. J'avais pas encore d'attaché de presse. Et donc en fait, je fonctionnais plutôt à l'harcèlement d'inconnus. Et donc, dès que je croisais des gens, c'est la période où j'ai été la plus gentille et la plus sociable de ma life. À chaque fois que j'allais à une fête, à une soirée, je discutais et à la fin je me demandais, est-ce que tu veux venir voir au spectacle? Pour des raisons financières évidentes. De remplissage en fait, pour qu'il y ait des gens dans la salle. Ouais. En fait, c'était pas une grande logique financière quand même à l'époque. Donc du coup, je suis allé voir ton spectacle à la petite loge. Et après aussi, pour ma défense, au-delà du côté business, je pense aussi que pour donner des conseils à quelqu'un qui se lance dans le stand-up, il vaut mieux qu'il m'ait vu sur scène pour juger mes conseils légitimes ou non. Ouais, non mais dans tous les... Non mais je trouve ça beau parce que c'est à la fois très généreux de ton temps et de, tu sais, genre, c'est que tout le monde se fait pas chier à répondre à des inconnus qui leur demandent des conseils. Mais pas si généreux quand même. Mais ouais, dans les 2 jours, il y a eu, bon, tu viens au spectacle, on fait comment, je te fais une place à moi. Mais parce que parfois, c'est aussi le meilleur moyen de voir les gens. Tu leur dis, ok, tu sais quoi, viens au spectacle et on dîne après et on prend un verre avant et on se retrouve. Et la vérité, je fais exactement la même technique aujourd'hui. Dès qu'il y a des gens qui m'écrivent, là aujourd'hui, il y a quelqu'un qui me fait, ah, j'aime bien ton podcast, on pourrait en faire un en collaboration. Je fais pas de problème, viens au spectacle, au point virgule. Bah oui. Et on se reparle après. Donc en vrai, je comprends totalement. C'est sûr. Si tu fais un podcast avec quelqu'un, il vaut mieux qu'il connaisse ce que tu dis sur scène pour que ce soit plus fluide la conversation, tu vois. Et donc, je vais voir ton spectacle du coup en janvier ou février 2020, qui était super rigolo, où t'avais déjà, donc tu jouais déjà beaucoup avec ton héros perché que j'arrive pas à imiter. Tu peux le faire sur commande ou pas? Non, tu peux le faire. Non. Enfin voilà, si tu me fais rire, il va sortir. Et du coup, j'ai revu ton spectacle là il y a 1 mois à La Cigale, et donc du coup, tu sais, il y a eu quasiment 4 ans entre les deux, tu vois. Et du coup, c'était assez émouvant en fait de voir le chemin parcouru, et c'est un peu le triomphe de l'abnégation, de la persévérance et tout. Donc pour tout ça, franchement, bravo. Merci. Vraiment une inspiration de genre. Oui. Mais ça en est passé du temps. Bah, si t'es venu en février 2020 à la petite loge, c'était 1 mois avant le confinement, 1 mois avant le Covid. Et au final, tu vois, le Covid et le premier confinement est venu un peu me sauver la vie, parce que j'en pouvais plus. Ouais, en fait, j'étais fatiguée. J'étais fatiguée de jouer depuis 1 an et demi tous les samedis soirs et de plus trop savoir comment remplir à ce moment-là. Et j'avais besoin d'une pause, mais j'aurais pas osé la prendre sans cet événement. Et bien sûr, c'est trop dur. C'est trop dur parce que tu te dis, je lâche le game. Bah non, ce qui va se passer, je vais rater tous les trains, mais là, il y avait plus de train. Et là, il y avait plus de train, et d'un coup, c'était l'occasion justement de créer autrement. Et c'est comme ça que je me suis lancée sur Insta, sur les vidéos, en faisant au départ des petites vidéos avec des filtres, des petits personnages. Et au final, ce sont les confinements et de trouver un autre moyen d'expression. C'est ça qui m'a permis de remonter sur scène après, de revenir ensuite au point virgule. Mais j'aurais pas pu, sans cette étape, je pense, passer de la petite loge au point virgule.
Enfin, j'étais pas assez solide en termes de remplissage. Et après, le spectacle, oui, il était là. Mais je pense aussi que quand j'étais à la Petite Loge, je me concentrais beaucoup sur, mais c'est bien, mais sur l'artistique, tu vois. Sur rendre le spectacle meilleur et travailler, mais peut-être pas assez sur la communication en tant que telle, sans comprendre ce que c'est. D'ailleurs, tu l'as diffusé, le spectacle, sur YouTube. Ça, c'était ma première fois. C'est celui d'avant, ouais. C'est celui d'avant dont il reste une ou deux blagues dans celui qui s'appelait Tenir debout, puis Rosa, et que t'as vu à la Cigale, ouais. Ça fait quoi d'avoir les pleins pouvoirs, du coup? Tu te sens bien? C'est très agréable, et puis j'adore ce petit lézard. Ouais, c'est un serpent, je pense. Un serpent, ouais. Alors moi je t'imagine comme une enfant qui se visualisait avec les pleins pouvoirs et qui commandait sa petite sœur, tiens tu vas m'obéir, et tu commandais les nounours et tout ça. Tu m'as très bien vu, ouais. C'est exactement ça. Et je crois qu'elle m'en veut un peu d'avoir été assez dictatoriale, ouais. Ok, donc t'as en toi cette âme de... Ah oui, j'étais la grande sœur, donc je me souviens, je l'envoyais en fait en mission pour parler aux parents, pour négocier des Barbies. Okay. Pour moi, jouer le beau rôle de la meuf en retrait qui est là, moi j'allais demander, tu vois. Okay. Mais j'envoyais la petite qui était là, on veut la Barbie sirène, tu vois. Okay. Et ensuite, et en plus, les parents disaient oui à Emma, elle était forte quand même, parce qu'elle lâchait rien en égo. Je savais que s'ils disaient non, elle se mettrait par terre et elle hurlerait, quoi. Donc je la laissais faire, je regardais et je récupérais la Barbie derrière. Donc j'ai bien vu quand même le truc. T'as quand même ce truc un peu de... Et aujourd'hui, tu vis encore dans ton imaginaire ou pas? Ou moins? Est-ce que tu réponds à des interviews imaginaires tous les jours sous la douche? Écoute, je dis non à des interviews dans la vie. Sorry. Mais en ce moment, comme j'ai fini le spectacle à la Cigale et je suis en rodage, en soum-soum du nouveau spectacle, Aurélia, mon attachée de presse, reçoit pas mal de demandes qu'on décline, en fait, pour pas faire de promo en ce moment. Rodage au Cartel, d'ailleurs. Cartel Comédie. C'est par amitié que je suis là aujourd'hui, Thomas. Et en plus, je dis non à vraiment... si. Tu vas me faire buzzer, là. C'est cool. D'ailleurs, tu parles beaucoup dans ton ancien spectacle, du coup, Enfin non, mais t'en parles tout court, en fait, du fait d'avoir de l'ambition. Tu te caches pas d'avoir de l'ambition et tout. Est-ce qu'il y a une finalité à ton ambition? C'est une ambition pour faire quoi? En fait, je pense que derrière le mot ambition, qui est assez mal perçu en France, je crois que ce que j'ai envie de défendre, c'est aussi l'amour du travail, du labeur. En fait, j'ai toujours été, tu vois, cette abeille qui fait ses devoirs. J'étais pas surdouée. J'avais des amis au collège qui, sans rien branler, la veille, se réveillaient le jour même, avaient des 20 sur 20. Moi, j'ai jamais été... J'avais des bonnes notes, mais parce que je me cassais le cul pour réviser mes devoirs. Et donc, c'est vrai que j'ai bien aimé quand j'ai vu des interviews d'artistes américains, quand ils parlaient de leur process, du travail, de leur implication, de leur recherche. Et je trouvais qu'en France, il y a ce culte de la personnalité, du désir, du mystère, non, je le voulais pas, j'ai été choisie comme ça. Les actrices, un peu genre, moi je ne voulais pas, ça m'est tombé dessus par hasard de tourner avec Martin Scorsese. Et même, tu sais, les humoristes qui font semblant de se mettre de trucs et d'inventer de... En fait, c'est rare, et d'ailleurs, c'est plutôt des meufs qui assument d'imprimer leurs feuilles et de venir lire leurs notes en loge, d'assumer qu'en fait, on bosse. C'est du taf, en fait. C'est pas juste, Et donc, je pense que lié à ça, il y a l'ambition dans le sens de, si on travaille autant, c'est pour l'amour de l'art, mais c'est aussi pour être vu. Je pense qu'une œuvre, elle existe quand elle est reçue. Et donc, en fait, c'est sûr que j'ai pas envie de jouer toute seule dans mon salon. J'ai envie qu'il y ait du public. Et pour qu'il y ait du public, il faut qu'on entende parler de toi. Et donc, c'est un peu, t'es obligé de développer une ambition, quoi. Alors, tu vois, pas tout. J'ai pas l'ambition, par exemple, de remplir des stades ou des zéniths, ça je m'en fous, tu vois. Par contre, oui, j'ai l'ambition et le rêve de belles salles, tu vois. Je rêve de rejouer au Bouffe du Nord. Je rêve de jouer un jour au Théâtre du Rond-Point. Tu vois, donc ça, oui, je sais pas si c'est de l'ambition ou du rêve, mais c'est des symboles de choses qui me tiennent à cœur, quoi. Mais il y a des messages, c'est une sensibilité que tu veux partager au monde. C'est quoi le truc que tu veux partager avec même pas forcément un stade de foot, tu vois, mais ne serait-ce que mettre 1000 personnes dans une salle et leur dire écoutez-moi pendant 1 heure.
Tu vois, c'est quoi le... C'est une bonne question. En fait, je pense que moi, le stand-up, à un moment, ça m'a vraiment sauvé la vie. Parce que j'étais vraiment en dépression à la fin de ma vingtaine. Je travaillais pas en tant que comédienne. Et j'étais un peu paumée par rapport à qui je suis, qu'est-ce que j'ai à dire, pourquoi je suis là, justement. Et je pense que si j'étais malheureuse aussi, c'était de faire un métier où tu récites le texte des autres. Et je pense qu'en me lançant dans le stand-up, ça m'a permis d'aiguiser ma pensée et de me demander qu'est-ce que moi j'ai à dire. Et puis aussi, je me suis rendu compte que quand j'étais en déprime, ça me faisait du bien de voir du stand-up, ça me faisait du bien de voir les spectacles de Louis C.K. Parce qu'il parlait tellement de ses parts d'ombre que, en fait, moi, ça me décomplexait. Ça me décomplexait quand il parlait de boulimie. Et donc, je me suis dit, en fait, si ça nous rend tellement heureux, nous, en tant que spectateurs, est-ce qu'on peut partager et donner ça aux autres? Et quand ensuite je me suis lancée dans le stand-up et que j'en sais rien, j'ai fait des blagues sur la masturbation ou quoi, et que derrière j'ai vu que ça pouvait avoir un écho et qu'on me disait ah merci, moi aussi, je me suis dit oh c'est chouette, tu vois, quand on dépeint nos traits, qu'on les exagère, qu'on se caricature, si le public ça leur permet de faire une petite catharsis et de se dire au final nous ça va, on n'est pas si fou, tout le monde galère, moi c'est ça qui me fait du bien, parce qu'en fait j'aime pas le mystère, j'aime pas le fait qu'il y ait une image du succès et qu'elle déprime et qu'elle complexe tout le monde. J'aime bien le fait par le stand-up qu'on révèle la loose, la difficulté, l'angoisse. Et ça, je me dis... voilà, en fait, je pense qu'au fond du fond, s'il y a un message chez moi, c'est d'essayer de dire la vérité, ma vérité, que je déteste le secret, en fait. Je déteste ça. Et j'ai l'impression que... C'est un truc de mise à nu. Et de, vas-y, on partage les trucs de... Putain, c'est dur. J'ai l'impression que c'est quelque chose... C'est dur d'être une meuf, c'est dur de trouver un mec, c'est dur de pas dégoûter du monde, c'est dur de... C'est ça, de partage, de... Est-ce que t'as parce que moi j'ai l'impression que ça nous force tout... Enfin, tu sais, moi au début j'ai démarré, c'est trop rigolo de faire des blagues et tout, puis après tu percutes le mur et tu fais, en fait, faut faire le point avec soi-même pour essayer de toucher une vérité qui va toucher les gens. Ouais. Toi, t'as découvert des trucs sur toi, ou un truc central où t'as fait genre ah bah en fait moi je croyais que j'étais cette personne, en fait je suis pas cette personne. C'est vrai qu'il faut tout le temps s'analyser, être violent envers soi-même. Je pense que moi parfois j'ai tout déballé un petit peu sur scène et que je me suis rendu compte après que potentiellement ça pouvait blesser. Tu vois, des gens dont je parlais, je crois que je me suis rendu compte que je racontais plein de choses, je sais plus, sur des amis ou sur mes parents. Mes parents, bon, au final, je pense qu'ils ont été cool. Vivre en fait, parce qu'ils sont quand même très souvent... Ils prennent cher. C'est des personnages récurrents. Mais c'est des personnages et aussi glorifiés. Il y a de la tendresse aussi. Oui. Mais c'est vrai bon, il pourrait péter un câble. Il pourrait péter un câble. Mon père, il veut pas venir au spectacle parce qu'il veut pas voir, je pense, ce que je dirais de lui. Je pense, ça lui fait peur et tout. C'est en même temps intelligent de sa part de peut-être respecter une limite, une pudeur. Ce qui serait bizarre, c'est qu'il insiste pour venir si toi tu serais pas encore à l'aise, peut-être. Ouais, il insiste vraiment pas. Vraiment, mon père il vient mais il fait pas de compliments. Hein. Il est extrêmement respectueux. Ah oui, de tes limites. Ah merde, ok. Extrêmement respectueux et d'une pudeur. Absolument. Ah oui, je vois. Ouais, non, c'est un peu. Est-ce que tu as découvert, parce que tu parles beaucoup un peu de tes souffrances d'actrice, de passer des castings, de c'est dur, de machin. D'ailleurs, même à La Cigale, tu disais j'ai passé un casting mardi, j'espère que je vais l'avoir, c'est plus important que je l'ai pas eu. Putain, tu l'as pas eu. Non, oui. Du coup, est-ce que tu as découvert qu'en fait tu pouvais être autre chose qu'une actrice? Ouais. Écoute. Ça te fait du bien, peut-être? Ah, mais complètement. C'est encore le but, le rêve ultime, c'est d'être. Ou t'as plus de. Je suis en train d'enterrer ce rêve, je pense, mais c'est un long process. Parce que c'était un truc où quand j'étais enfant. Quand j'étais petite, j'étais grosse, je me faisais traiter de grosse vache à l'école et résultat, j'avais vu Titanic et je découpais des photos de Kate Winslet et résultat, je m'étais vraiment dit à moi-même, faut que tu deviennes belle comme Kate Winslet et que tu deviennes une star de cinéma, ça sera la meilleure vengeance sur tout le monde. Et donc, je pense que
c'est dur de dire à la petite fille, ça sera autrement, ça sera autre chose. Je suis pas Kate Winslet, en fait. Je suis pas une star de cinéma. Je suis Rosa Burstein, je suis Rosa. Il faut s'assumer en tant que Rosa. Il faut aimer là où on est arrivé. C'est sûr que non, parfois, je pense qu'il y a un truc fantasmagorique dans le ciné aussi parce que justement, nous, on passe tellement de temps à écrire, à réfléchir sur nos blagues, à trouver aussi la logistique, la part de production de tout ça. Quand t'es acteur, t'es un enfant, en fait. Tu n'as juste à réciter le texte, et tout le monde s'occupe de toi, gère tout autour, tu peux retomber dans... Voilà, on s'occupe de tes transports. Oui, complètement. Super confort. Et je pense que ça, parfois, je me dis, tu vois, quand j'ai tourné dans un film en mars dernier, j'étais en mode, putain, c'est tellement agréable. Tu vois, il y a... Quelqu'un qui t'apporte ton café. Il n'y a pas de charge. Oui, il n'y a pas de doute. Nous, parfois, c'est torturé. Si certains soirs, on n'est pas content de la manière dont on a servi certaines blagues. Et quand, je veux dire, ça rend fou. Ça rend fou, quoi. Et c'est marrant parce que c'est vraiment à chaque fois que tu as eu une séquence où ça va bien et t'es là genre... Ouais. Et là, t'as confiance. Et là, les dieux du stand-up arrivent et te mettent une balayette, tu t'éclates la tête sur le sol. Mais c'est vrai que c'est un exercice de modestie incroyable. Tu peux, à mon avis, c'est pour ça qu'il y a autant d'acteurs de ciné qui planent. Parce qu'ils n'ont pas, nous, la confrontation qu'on a du public. Ils sont hors sol. Enfin, il y en a certains, ils sont dans... Alors, je pense qu'il y a des humoristes qui ont d'autres névroses, des stars de l'humour. Mais on est quand même dans du réel, on est quand même confronté à des publics différents, en fonction des villes, en fonction... Donc... je trouve que d'une certaine manière, ça ancre, on garde les pieds sur terre, quoi. Attends, je reviens sur un truc que tu disais juste un peu avant. Tu disais que quand t'étais ado, t'étais un peu complexé, machin, boulimique, un peu, enfin, je sais pas, grosse ou je sais pas quoi. Enfin, moi, j'ai déjà parlé avec plusieurs copines qui ont vécu ce truc de... Elles étaient pas ouf, ou la société, on va dire, considérait qu'elles étaient pas ouf. Et un jour, le regard tout autour a changé et que c'est une expérience extrêmement perturbante parce que t'es une autre personne aux yeux de la société, alors que toi, intérieurement, t'as pas forcément bougé autant. Tu te souviens de ce truc-là ou pas? Je me souviens qu'à partir de 15 ans, j'ai commencé à avoir quand même un peu plus de succès avec les mecs qui me regardaient, et que même à partir du lycée, j'ai même commencé à avoir des expériences avec des mecs beaux. Je me souviens, en première, j'étais sortie avec le mec le plus beau du lycée, qui était un demeuré total, mais ouais, il y avait un truc comme ça. Et d'ailleurs, même dans ma vingtaine, dès que je pouvais quand même séduire ou plaire à un mec très beau, même s'il était débile, il y avait un truc de revanche, de vanité totale sur la petite fille, le vilain petit canard, quoi, qui ne plaît pas. Et je pense qu'encore aujourd'hui, hélas, je souffre de dysmorphophobie, tu vois. Je me vois pas. En fait, tu te vois pas comme t'es. Non. Et donc, je pense que bon, il y a un manque de confiance. Mais c'est vrai que parfois, mon copain me rassure vachement, parce que parfois je lui dis « Ah, dis donc, machin m'a fait un super... Je dois être pas mal. » Il me fait « Mais oui, mais si, t'es belle. » Et donc je lui dis « Oh, trop bien. » Mais je pense qu'ensuite, quand t'as vécu ça enfant, je sais pas si t'arrives à changer ce regard sur toi. Et en fait, aussi, quand j'ai été comédienne dans la vingtaine, même si à un moment j'ai eu l'impression de devenir un peu fraîche, comme je faisais du 38-40 et que la plupart des autres comédiennes faisaient un 34-36, je me suis de taille là. Ouais, je me suis beaucoup fait traiter de grosse, mais beaucoup. Non. Si, mais ça continue encore. Même là aujourd'hui, je peux être considérée comme grosse pour une comédienne lambda sur, tu vois, un truc de jeune femme. Une mesure, maintenant que tu as les pleins pouvoirs, pour changer le monde du cinéma de l'intérieur. Est-ce qu'il y aurait un truc que tu aurais envie de changer particulièrement? Par exemple, ce que tu viens de dire, moi, ça me fait... Oui, d'accepter en fait toute forme de corps. Et de vraiment d'être sincère avec ça, de stop au culte de l'extrême minceur. Parce que... On fait des castings en regardant que le visage. Ouais, oui, ou tu vois, parfois ils prennent une actrice grosse histoire de dire on est inclusif. Mais en fait, c'est pas ça en fait. L'idée, c'est d'accepter une variété de corps différents. Ouais. Sinon, c'est Schtroumpfette quoi. Ouais. On a pris un. Ouais. Ou un machin ou un truc. Oui, c'est sûr. Après, une mesure en tant que telle, oui. Vraiment, accepter qu'il y ait plein de corps très différents. Je me souviens, celle qui avait été incroyable, c'est Lena Dunham avec Girls à l'époque, où ça m'avait... Parce qu'en fait, au-delà du fait qu'elle n'était pas mince, mais elle avait un corps
tu vois, elle avait là où elle avait pas forcément beaucoup de poitrine, mais elle avait des cuisses et elle se mettait nue et on les voyait dans les scènes d'amour. Et pour moi, c'était incroyablement libérateur de voir ça, de la voir elle nue dans des scènes de sexe en rôle principal. Ouais. Et puis un truc un peu vraiment tu sens qu'elle kiffe jouer avec son corps, faire des trucs avec, qu'elle a confiance de fou. Oui. De toute façon, elle a une confiance, je pense, très très inébranlable, quoi. Vu ce qu'elle a fait. En plus, elle a 22, enfin, c'était fou. C'est n'importe quoi. C'était fou, ouais, c'était fou. C'était fou, mais c'est vrai que parfois j'aimerais voir des actrices principales, peut-être avec vraiment des hanches, avec vraiment des cuisses, avec vraiment des fesses. On accepte plus ça des actrices à partir de la quarantaine, après qu'elles aient eu un enfant. Vrai. Mais en fait, des rôles de jeunes femmes, dans des rôles principaux qui ont ces morphologies-là. Il y a encore le canon. Le canon, c'est l'extrême minceur. Ouais. Je te vois comme une meuf qui a toujours un bouquin dans chaque poche et qui est en chemin vers le théâtre de l'atelier pour voir une création d'un auteur serbo-croate, tu vois. c'est comme ça que je te vois. Est-ce que c'est un peu le cas? Ouais. Un truc un peu intello, littéraire, sympa et totalement. Tout ça. Est-ce qu'il y a des œuvres que tu aimerais diffuser au plus grand nombre? Par contre, tu as ce CEP qui te permet d'imposer finalement Absolument. au peuple. Une lecture obligatoire? Une lecture, un film, une œuvre. Alors c'est très classique, mais L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera, c'est quand même pour moi important. Ce livre de se rappeler, parce que c'est quand même ce que fait subir le régime stalinien en décidant d'imposer que des professeurs d'université vont aller travailler dans les campagnes et que en fait c'est des gens des campagnes qui vont aller à des postes stratégiques au pouvoir. Et en fait c'est intéressant quand on se replonge dans cette période, ou même quand on lit La plaisanterie, de se rendre compte ce que c'est qu'un régime autoritaire, et parfois ça peut aussi nous informer, je trouve. Aujourd'hui, il y a une pensée très complotiste qui est attention, les élites nous gouvernent, et aussi une forme de méfiance envers les élites intellectuelles, tu vois, au final. Et je trouve que c'est dangereux. Enfin, en tout cas, quand on relit Kundera et qu'on se replonge dans la période stalinienne, on se rend compte du danger que c'est quand on croit plus dans la science, quoi, quand on croit plus dans les profs. Enfin, je veux dire, c'est et ça, je trouve ça. Je pense qu'on peut tout à fait dénoncer les privilèges. Ouais. Mais aussi sans revenir sur un truc. Presque scientifique, quoi. Ouais, parce qu'il y a quelque chose qui peut être dangereux, en fait, dans, tu vois, mais même par exemple les critiques qu'on va faire à Glucksmann. Ah, le Parisien, tu vois. Ça me fait toujours un peu tiquer. Vous voulez pas faire des critiques politiques ? Qu'est-ce que vous trouvez mou ? Qu'est-ce que vous trouvez pas assez à gauche ? Mais le personnage du Parisien, il y a toujours un truc qui peut me mettre un peu mal à l'aise là-dedans. Ok, donc L'insoutenable légèreté de l'être. Une autre ? Un autre livre ou un autre film ? Ouais. En vrai, Titanic, le film de mon enfance, qui est un film génial, parce que c'est l'un des premiers films où le female gaze est hyper fort, en fait. On est dans les yeux de Rose, et en fait on est dans son rapport au désir, c'est sa main qu'on voit. C'est elle qui raconte l'histoire, déjà. C'est elle un peu qui raconte l'histoire, c'est elle qui survit. Et c'est elle qui le bute, surtout. Qui le fait plonger dans l'eau. On est honnête, tout le monde sait qu'il y avait la place sur ce putain de radeau, donc à un moment, faut arrêter. Moi, j'ai même une théorie du complot qu'elle l'a tué exprès parce qu'elle a trouvé le dessin très très cheap. Oh non, Le dessin est vraiment nul à chier. C'est vraiment un truc de caricaturiste de la place du terme. En fait, parce que si tu réfléchis, elle est sur le radeau, elle est sauvée, elle sort du radeau pour rester avec lui, pour rester sur la planche, pour le buter. Donc voilà, je sais que t'es pas très théorique. Je suis pas trop ça, et moi j'aime bien le fait que pour une fois c'est pas une femme sacrificielle comme on en a tant vu dans la réalité et dans les films, ces femmes de l'ombre qui se nient complètement pour la vie, le succès d'un homme, comme par exemple là il y a le film sur Leonard Bernstein, tu sais, avec Bradley Cooper, et c'est Carey Mulligan qui est une femme qui arrête sa carrière de chanteuse ou d'actrice pour être totalement dévouée. Et ça a eu beaucoup lieu, en fait, des femmes qui arrêtaient de travailler parce qu'il fallait que tout soit en fonction de la carrière de l'homme, et aussi beaucoup dans les films, en fait. Des femmes qui regardent, et voilà, Rose, elle se sacrifie pas. Ouais, non, elle se sacrifie pas, elle fait sa vie, quoi. Elle fait littéralement sa life, elle monte les photos, elle a fait du cheval, elle a fait du machin. Après, est-ce qu'elle reste pas un peu quand même dans la nostalgie de la première grande histoire d'amour avec Leonardo DiCaprio ? Mais normal.
Ouais, j'avoue. J'avoue, je ferais exactement pareil. Non, on peut se demander pourquoi elle jette le collier le cœur de l'océan dans la mer. C'est un dick move de l'espace. Ça, meuf, garde-le, ou en vrai, donne-le à un pays. Ouais, vraiment, tu peux nourrir beaucoup de gens avec ce collier. Ouais, ça, c'est le seul truc, je te mode, what? Non, pas le collier. Mais ça, j'avoue, là-dessus, elle abuse. Surtout qu'elle le fait vraiment après que eux ont mis en place des trucs de malade. Ouais, de recherche et tout. T'imagines, là, paf, non, ça c'est. C'est vrai que c'est un dick move en vrai. Ouais, bon, après, je pense que c'est le symbole. C'est rigolo comme ça. Ouais, c'est un symbole. Elle tourne la page. Enfin, t'as envie de dire. Oui, oui, il y a 70 piges. Tout à fait. 80 piges, je sais pas, ouais. Ok, intéressant. Non, mais c'est vrai, j'avais pas vu le truc comme ça. J'avais jamais pensé que c'était un dick move, mais maintenant que tu le dis, c'est totalement ça. Est-ce que tu as une mesure pour les mecs qui ne font pas de câlins après l'amour refuser de relationner avec eux, hein, c'est ça, c'est-à-dire de ne pas y retourner. Mais bon... Peut-être une mesure d'éducation civique à cet endroit, parce que ce que tu décris... D'ailleurs, j'aime bien ce truc où tu dis, tu sais, quand tu fais l'éducation sexuelle d'un mec, tu as l'impression de le faire pour la collectivité. Puis bon, bah voilà, je lui ai appris qu'il fallait lécher les mains. C'était pas ouf en plus, hein, mais peut-être qu'à force de persévérance, dans 10 meufs, ou je sais pas combien, dans 10 exercices, il sera beaucoup plus à l'aise, tu vois. Est-ce qu'il y a des trucs d'éducation civique pour les mecs? Je pense déjà, on peut éduquer les mecs au fait que d'être poli, en fait, ça n'implique rien plus que d'être poli. C'est-à-dire, les mecs sont là, ouais, mais attends. Oui, voilà, si je passe la nuit, ensuite on prend le petit-déj, quoi, la meuf, elle va s'attacher, ensuite elle croit qu'on est ensemble. Non. En fait, c'est juste faire en sorte que la relation soit respectueuse, que vous passez un bon moment, et en communiquant, tu peux tout à fait dire en fait, moi, en ce moment, j'ai pas envie spécialement de plus, mais le moment qu'on va passer ensemble, faire en sorte que ce soit un bon moment. Mais donc, peut-être vraiment communiquer, se comporter le plus respectueusement possible, et d'arrêter de croire que les filles sont des choses fragiles si tu vas montrer juste une part de gentillesse ou de faire un compliment, quoi. Donc ça, oui, je pense que je ferais passer cette mesure. Moi, j'étais beaucoup plus terre à terre, parce que moi, je me souviens que j'avais, je sais pas, genre 17 ans, la découverte du machin et tout ça, le plaisir féminin, c'était un mystère. Vraiment un mystère, genre un truc que moi, en tout cas, je savais pas trop, et ma copine non plus, elle savait pas à quoi ça se jouait, comment ça marche et tout. Alors que t'as l'impression, avec un peu plus de pratique, que c'est peut-être le truc le plus mécanique du monde. Ouais, c'est ça. En effet, rappeler aux hommes que ça sera a priori pas une stimulation interne, mais une stimulation externe du clitoris qui va mener la femme à avoir un orgasme. Je sais pas le pourcentage exact, mais pour la majorité, l'immense majorité des cas. Donc d'arrêter aussi ce culte de la sacro-sainte bite et de la relation pénétrative, quoi. Bah après, moi j'ai vraiment halluciné que Womanizer te montre que ça peut se jouer en littéralement 45 secondes, donc c'est le truc le plus mécanique qui existe, c'est juste de la technique et de la... Donc je suis vraiment, ça m'a quand même fait un choc, alors que c'était il y a pas si longtemps que j'ai découvert le principe, je suis genre, ah ouais, donc quand même, et toutes les mains. Enfin 80, j'ai pas toutes, mais 80, not all women, mais c'est bien d'accueillir le sextoy aussi dans la relation à deux. En fait, d'accepter que justement, si un mec n'arrive pas à faire l'amour avec la nana et à la toucher en même temps, mettez le sextoy, comme ça tout le monde aura du plaisir. Alors, moi, je dis dans le spectacle, j'en parle justement, je dis que je suis pas en compétition avec Womanizer, parce que j'aime pas perdre, et c'est comme ce truc, oui, on est dans la même équipe, voilà. Moi, j'ai l'impression d'être Olivier Giroud qui fait une passe décisive à partir de Kylian Mbappé. Mais elle est géniale, cette blague. Mais je sais. Elle est géniale. Je sais, il faut la diffuser. Il faut la diffuser, voilà. Olivier Giroud est champion du monde et il est très content de sa carrière. Bien sûr, bravo. Il faut savoir reconnaître quand t'as Kylian Mbappé dans l'équipe, voilà, c'est tout. C'est juste de la... Ouais, tout à fait, travailler sur l'orgueil masculin, en fait, c'est... Mais en fait, oui, on est responsable de nos orgasmes, donc c'est aussi au couple... de dire, voilà comment moi j'ai du plaisir, de dire, là, écoute, en fait, si on fait l'amour comme ça, personnellement, moi, je vais pas... j'aimerais bien qu'on inclue ça, et que les mecs soient ouverts, et que ce soit une discussion à deux. Parce qu'au final, moi, j'aime bien l'idée, pour le coup, très terre-à-terre, qu'on se sert de l'autre pour jouir. En fait, et que c'est pas l'autre qui nous fait jouir. Donc, en fait... Ça, les mecs l'ont très bien compris. Ouais, non mais tu vois... Tu peux leur reprocher beaucoup de choses, mais cette idée-là, ils l'ont très bien compris. Et c'est pas du tout romantique. C'est juste une autre approche. Mais en fait... C'est sans doute plus saine.
Enfin, pas plus saine, mais plus efficace en tout cas. Que chacun aussi prenne ses responsabilités et que chacun communique à l'autre. Voilà, en fait, j'ai besoin, si tu veux me faire jouir, voilà ce que j'aimerais, voilà ce qu'on pourrait faire, voilà ce qu'on pourrait mettre en place. Et, ou non, j'ai besoin de toi pour me faire jouir, j'ai besoin que tu fasses ça. Voilà. Mais qu'en fait, ce soit quasi marchand. Ouais, contractualisé. On en revient à la place à moitié prix pour la petite loge. Tu vois. Putain, on y revient. Je m'attendais pas que ça revienne de cette manière-là, mais ouais, c'est vrai. Moi, je viens d'une famille du sentier. Hein. Donc au final, c'est juste une histoire de schmatesse. Avant, tu disais que tu voulais absolument un power couple. Tu voulais quelqu'un qui t'aide à monter dans le game. Ouais. Ça, c'était. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que la personne t'aide à monter? Parce que du coup, maintenant, t'es en couple, comme tu en parles dans le spectacle, je me permets de le mentionner. Trop mignon d'ailleurs, ton copain, je l'avais croisé avant et tout, trop sympa. Mais du coup, est-ce que ta vision du power couple a changé? Elle s'est entièrement modifiée. Bah oui, je pense vraiment que quand j'ai lancé Les mecs que je veux ken, mon podcast, il y avait cette fascination peut-être. Pour les mecs connus, qui réussissent, qui brillent, qui sont sur le devant de la scène, qui sont au-dessus de moi, tu vois. Et je pense que peut-être j'étais construite pour me dire peut-être qu'un mec plus connu ou qui a plus de pouvoir que moi, il va te porter, quoi. Il va m'aider, il va me protéger, mais ça vient pas de n'importe où. Il y a d'ailleurs plein de, je sais plus quelle actrice témoignait au moment où il y a eu Judith Godrèche et tout. Elle disait qu'elle avait pas été agressée parce que les gens connaissaient son mari. Enfin, je pense que dans le milieu des comédiennes, parfois celles qui sont en couple et parfois celles qui sont en couple, notamment avec des producteurs, ont été épargnées. Donc au fond de moi, j'avais aussi cette idée un homme est là pour faire barrage par rapport à un milieu difficile de requins. Et puis bon, en me déconstruisant, je me suis rendu compte que en fait, aujourd'hui, j'avais besoin autant d'être admirée que d'admirer. Et que en fait ça pouvait être moi la personne peut-être la plus connue du couple. Et donc peut-être qu'aujourd'hui dans le stand-up j'ai un peu plus de notoriété que mon copain qui a commencé récemment. Mais par contre je nous vois quand même comme un power couple parce que on se motive l'un l'autre et qu'il m'encourage énormément et qu'il me donne énormément confiance et qu'il m'apaise et que lui aussi, il rêve, quoi. J'aime bien ce mot, plus que, j'aurais pas dit il est ambitieux, mais je pense que lui aussi, il a des rêves, tu vois. Donc ça, non, c'est chouette. Et toi, avec ta nana, vous êtes un power couple? De fou, non mais c'est elle la star. Donc moi, c'est très bien sûr, mais tu vois, là, elle est en train de taffer, c'est un petit... Elle fait quoi déjà, ta copine? Elle travaille en start-up. Mais si la France était bien gérée, elle serait ministre. Je te jure. Si la France savait bien détecter les vrais... Attention, elle a c'est super et tout. Je veux pas diminuer. Bien sûr. Mais je veux dire, il faudrait... Là, elle devrait avoir des appels de l'Élysée tous les jours. De, putain, quand est-ce que tu te libères? Parce que là, on a besoin de toi. Premier ministre, c'est un peu la galère. En fait, c'est la galère partout. Là, il n'y a pas un boulon qui tient dans ce putain de gouvernement. On a besoin de vrais talents, tu vois. La preuve que la méritocratie ne marche pas complètement, c'est que ma copine n'est pas harcelée au téléphone pour devenir première ministre. Voilà. La méritocratie ne marche pas du tout. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. T'as pas mal documenté, là, t'as fait des prélèvements d'ovocytes. Comment on dit? Une congélation. Congélation d'ovocytes, pardon. T'en as parlé, donc je reviens pas dessus, parce que les gens que ça intéresse, ils ont qu'à suivre sur ton podcast. Très intéressant, très poignant. T'aurais une mesure par rapport à ça? Informer les femmes, leur dire dès qu'elles ont 29 ans, elles ont la possibilité, c'est dans la loi, c'est inscrit de congeler leurs ovocytes. Ça n'est pas du tout dans le but de les inciter à devenir mères, c'est un droit qu'elles ont sur leur corps et ça leur permet de prolonger peut-être le choix. Et aussi, ça leur permet, si jamais elles n'utilisent pas ces ovocytes, de pouvoir en faire don à une femme qui en aura peut-être, elle, cruellement besoin. Et donc, en fait, je pense que c'est vraiment... aussi un petit peu mettre une pièce dans l'inégalité de l'horloge biologique et de l'enjeu de la maternité pour les femmes, pour leur carrière et aussi pour leur parcours amoureux. Leur dire attention, te précipite pas forcément sur le premier venu, congèle tes ovocytes et tu seras plus en pouvoir
pour faire le choix. Congeler ses ovocytes ne veut pas dire forcément avoir des enfants. Hein. C'est juste, c'est comme, c'est pas parce que tu sais que tu peux avorter que tu avorteras dans ta vie. En fait, c'est juste une possibilité, c'est juste un droit. Et en fait, aujourd'hui, il y a encore plein de centres et d'hôpitaux ou de praticiens qui refusent d'informer ou de pratiquer et qui parlent de PMA de confort, alors que c'est une PMA sociétale, c'est un projet de société, ça révolutionne en profondeur la société que les femmes aient accès à ce droit. On est aussi un vieux pays réactionnaire, on arrive enfin à la congélation d'ovocytes, mais après tout le monde, après l'Espagne, après le Danemark, après la Belgique. Bon, alors nous, ce qui est bien, c'est qu'il y a une prise en charge par la sécurité sociale. Qu'il n'y a pas ailleurs. Non, ailleurs, c'est privatisé, c'est en clinique. Et il faut qu'on fasse attention à préserver ce droit et qu'on ne devienne pas comme les autres pays où tout est fait, où tout devient monnayé. En fait, parce que dans les autres pays, ça allait beaucoup plus vite, mais parce que c'est devenu un énorme business, en fait, la PMA. Il faut qu'on garde en France voilà, le point de vue politique avec cette avancée bioéthique. Je m'avance peut-être dans les termes là. Je me regarde comme si j'allais te dire, comme si j'allais te corriger, mais j'en sais évidemment foutre. Mais non, il y a plein de. Enfin, il y a plein de femmes qui en parlent super bien. Joëlle Belaïch-Allard, c'est une gynéco incroyable qui était déjà active au moment, tu vois, des questions d'avortement et aussi tout simplement de pilules de contraception. Et au départ, l'avortement, même quand il a été rendu, quand il a été autorisé légalement, en fait, il y avait très peu d'informations, donc il y avait encore aussi des avortements qui avaient lieu en secret. Et parce qu'en fait, il fallait informer. Donc je pense que là, la principale chose qu'il faut faire par rapport à la congélation d'ovocytes, c'est d'informer en fait, d'informer les femmes de leurs droits. Aurais-tu une mesure phare ? Une mesure phare, j'aurais envie de dire toujours plus de sororité, d'entraide, de preuves d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. J'avais une chronique pour France Inter et je me suis renseignée sur Taylor Swift, tu vois. Et tout le monde parle de sa tournée, notamment de la thune que ça génère. Mais j'ai vu notamment en lisant que, par exemple, elle avait donné $250 000 à la chanteuse Kesha dans sa bataille juridique contre son producteur. Et ça, je trouve que c'est un fucking power move, tu vois. Et je me dis, voilà, peut-être parfois moins de vie sur les réseaux sociaux, moins d'emballement en story ou en post Insta et plus d'actes dans la vie. Ouais. C'est un truc dont tu parles pas mal d'ailleurs, le fait d'être traversé parfois de pensées contradictoires, d'envies contradictoires. À la fois, t'es en sororité, à la fois, tu te sens en compétition parfois avec certaines meufs. Et ça, c'est un truc sur lequel t'essaies de travailler, justement. Ouais, je travaille. J'essaie d'être sincère. C'est vrai que, tu vois, je me dis, oh là là, j'essaie d'analyser. Et je suis toujours en travail, en déco. Qu'est-ce qui fait que là, d'un coup, j'ai peur? Pourquoi je me sens menacée? Comment est-ce que je peux me rassurer? Voilà, comment est-ce que je peux prendre confiance en moi sans me sentir inférieure ou menacée? J'aime bien... parfois, avoir confiance dans le fait qu'on est différente et que, tu vois, en fait, moi, je suis trop contente de Marie de Brouwer qui faisait ma première partie à la Cigale. C'est moi qui l'ai forcée à se lancer dans le stand-up. Parce que j'étais là, mais il n'y a pas assez de nanas. Elle est trop drôle. Il faut qu'elle en fasse. Et tu vois, là, je suis contente. Elle a fait sa première chronique dans Zoom Zoom Zen sur France Inter. Je me dis, yes, tu vois. Donc, en fait... elle est trop forte et je me dis ça c'est cool parce que voilà, je veux dire, il y a de la place, il faut se soutenir et c'est bien de juste aussi réussir à se réjouir pour les autres, ce qui est un travail en fait, parce que évidemment c'est tellement difficile que parfois on est jaloux, on se dit oh là là, l'autre 500 000 followers, comment je fais, les tops, billets réducs, machin, les places et machin est complet, mais bon, si on travaille sur nous-mêmes, il faut avoir confiance que les gens viendront nous voir, quoi. Et c'est comme ça. Mais c'est difficile, hein. C'est difficile. Ouais, c'est un énorme C'est travail, un énorme boulot. En fait, c'est un travail sur la confiance. Et c'est normal de perdre confiance. Parfois, on se dit, oh là, qu'est-ce que je fais? Mais faut être patient. Je me dis, c'est juste une histoire de patience et d'être besogneux et de se dire, ok, on essaye de rendre les blagues le mieux possible et on essaye de faire du mieux qu'on peut, en fait. À chaque jour suffit sa peine. En fait, on fait tout ce qui est en notre possible, on le fait honnêtement. Ensuite, voilà, bien sûr, de temps en temps, on va être traversé par des pensées de désespoir ou des pensées très noires d'envie et on n'est pas toujours généreux, mais au moins on essaie d'avoir des principes, de temps en temps on peut les appliquer et la plupart du temps on n'y arrive pas, mais bon, on essaie, quoi.
Est-ce que tu décréterais une nouvelle fête nationale? Et si oui, laquelle? Peut-être, oui, célébrer les dates clés des avancées des droits des femmes. Nice. Voilà, que ce soit l'avortement ou la pilule, ou putain, célébrer le moment où on a eu droit à notre fucking chéquier, quoi. J'arrive pas à croire que nos grands-mères n'avaient pas leur propre chéquier. Ça me paraît. Ça me paraît fou. Dingo. Et c'est tellement récent, tu vois. Ou même droit de vote. Enfin, tu vois, toutes ces dates clés des avancées féministes, vraiment les célébrer. Parce que, bon, le 8 mars, une journée, et puis en plus, tout ce qui est fait autour de cette journée commercialisation, c'est... D'ailleurs, c'est bizarre que les banques ne fassent pas des pubs chaque année. Genre, chaque année, c'est le moment où enfin vous avez eu le droit de dépenser de la thune avec votre nom. Bon, il n'y a plus de chéquier, mais c'est quand même rigolo qu'il n'y ait jamais un malin qui se soit dit, vas-y, c'est marrant quand même à tenter. Mais surtout, souvent, elles géraient les comptes. Les femmes étaient souvent en charge du budget et du compte de la famille. L'homme était dépensier et la femme surveillée, mais c'était pas à son nom. Mesure de transmission. Valoriser les voies inattendues, les chemins de traverse, le fait de se réinventer, de pas être dans les mêmes cursus, systèmes, des voies. Je me souviens, il y avait un truc sur Harvard où il disait nous on vise pas un métier de rêve, on invente notre métier de rêve. Mais en fait je pense que voilà, garder la capacité à inventer sans avoir à cocher des cases, quoi. Alors cette idée est magnifique, hein, mais Harvard ça doit être l'endroit le plus inégalitaire de la galaxie, avec que des fils d'eux qui ont 400 000 boules à mettre dans les études, donc c'est... L'idéal est très sympa, mais après tu regardes les stats et tu fais vous êtes perdus en fait. Bien sûr. Vous êtes complètement perdus, franchement les amis. Ouais, c'est sûr. Non, mais il y a une contradiction. Mais dans l'idée, c'est assez beau. Et c'est vrai que là où t'as raison, c'est qu'il y a un truc chez les Quinri où parle, c'est incroyable. Ouais. Dans tous les cas, le premier truc, c'est que c'est incroyable, et après, on va essayer éventuellement de t'amener un peu, enfin, de te faire comprendre qu'en fait, c'est de la merde. Mais le premier truc qu'on t'a dit, c'est vraiment bien. C'est vraiment intéressant. Et ça, en vrai, c'est quand même, en termes de prise de parole en public, ils sont, ils mettent la pâtée à tout le monde depuis 100 ans, quoi. Oui, c'est ça. En fait, valoriser la prise de risque. Et en fait, de pas forcément juger les gens sur leur CV quand même, sur leur note au bac, sur leur mention, sur la prépa qu'ils ont faite, sur les études qu'ils ont faites après. En fait, il y a beaucoup, tu vois... C'est vrai qu'on doit être le seul pays au monde, je pense, où un ministre, on t'explique quelle école il a fait, ce qui est quand même, genre, on ne devrait plus parler de ça, quoi. C'était il y a 15-20 ans, et en fait, c'est pas pertinent. Et puis aussi, accepter des parcours plus atypiques, laisser les personnes concernées aussi beaucoup s'exprimer, et puis ensuite, après, le côté, pour mieux comprendre, les Parisiens doivent aller dans les campagnes, ça, ce fantasme-là, qu'on a depuis Rousseau, en fait, du mec qui quitte la ville pour aller à la campagne. Enfin, moi j'ai quand même du respect pour les agriculteurs. Je me dis quand ils voient des Parisiens débarquer, enfin tu vois, il y a un truc un peu. Ensuite, si c'est pour faire 2 semaines ton potager et revenir dans le 20e parce que ça t'a saoulé en fait et qu'il a trop plu. Enfin, tu vois, il faut. Il y a une posture un peu superficielle. Il y a une posture et il y en a beaucoup qui sont venus, les gens pour les confinements qui sont partis. En fait, aujourd'hui on le sait, on le voit. Aujourd'hui ils sont en SUV. Oui, puis en fait les maisons autonomes, ça veut un peu rien dire. Il y avait ce truc de je vais être en totale autonomie. Et en mode, maintenant en fait les écologistes disent que en fait ce qui fonctionne c'est du collectivisme en fait, c'est de faire un village en collectivité, de partager l'électricité, de trouver comment faire en sorte que la ville fonctionne, d'avoir une maison autonome ça coûte très cher à construire, donc voilà, il y a tout un truc de un peu de pensée collapso qui parfois est un peu fantasmagorique, quoi. Il nous reste juste le temps pour ta mesure finale. Se dire je t'aime, s'aimer, se vouloir du bien, d'oser communiquer, de dire pardon, de se pardonner, d'oser montrer de la vulnérabilité, que ça soit pas mal vu, tu vois. On est un peu dans une société, tu vois, justement, où non, si tu t'excuses, c'est que t'es faible, sois assertive, trouve ton autorité. Et en même temps, parfois, quand tu le fais, on t'écrase, ou en fait, quand tu le fais, ça met tout le monde beaucoup plus cool. Donc je me dis, je sais pas... bien s'entourer, en fait. Bien s'entourer, bien s'entourer, complètement. Mot de la fin, bien s'entourer. Aujourd'hui, j'ai vraiment... une équipe et des gens à mes côtés qui sont, que ce soit Adrienne, ma metteur en scène, Mickaël, mon copain, Élise, la personne avec laquelle je travaille à la com, Aurélia, qui est mon attachée de presse, c'est vraiment mes sceptres. C'est eux qui me donnent beaucoup de force, quoi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024 ? Continuer à travailler avec les gens que j'aime, continuer à travailler avec cette team de gens super motivés et gentils, et écrire, avoir du public et continuer à faire des chroniques et du podcast, réussir à apprécier les choses que j'ai sans peut-être désirer des choses ou des rôles qui en fait sont pour une autre vie de Rosa. Tu m'en as les pouvoirs ?
Merci Rosa. Merci Thomas. Je check. Est-ce que tu veux prendre un bouquin dans la bibliothèque? Je trouve que c'est un truc sympa à faire. Ah ouais? Ouais, si tu veux. Mais ensuite je te le rends alors. Hein. Non, sauf si c'est un Pléiade à 200 mais il n'y en a pas normalement.